Merde. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit dire maintenant? Oh, bon. D'abord, pardon de ce petit retard. En tout cas, on est vraiment content que cette salle soit pleine pour cet hommage extraordinaire à un acteur extraordinaire qui, je trouve, n'a pas d'hommage de manière régulière, et c'est dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons envie de faire une belle séance avec ce film dont nous allons vous parler dans quelques minutes. Alors, cet homme extraordinaire, à la carrure et à la chevelure impressionnante, a une longue histoire, avec une longue carrière, avec plus de 130 films, dont certains sont aujourd'hui des films cultes. Les 12 salopards, 1900, MASH, Une saison blanche et sèche, Casanova, bien sûr, JFK, Des gens comme les autres, et Clout, que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir. Jane Fonda était d'ailleurs à l'époque à ses côtés dans ce film de Alan Pakula de 1971. Notre invité fait partie de cette génération d'acteurs extraordinairement emblématiques qui marquent par sa seule présence et dégage une force incroyable. Quand on le rencontre pour la première fois, je peux vous dire qu'on ne l'oublie jamais. Il sera présent après la projection pour discuter avec vous, et Frédéric Mitterrand ce soir lui remettra la médaille de commandeur des arts et lettres. Je voudrais, avant que vous renouveliez vos applaudissements, appeler à mes côtés nos deux présidents, Lambert Wilson et Michael Madsen, s'il vous plaît. Moi, je suis ravi d'être entouré comme ça. C'est merveilleux. I can't think of anybody better. I'd like to be sharing the stage with Donald. Is a wonderful actor. I've watched him over many years and never had the opportunity to work with him. But I'll tell you a short story. 26 years ago, I was pumping gas in a gas station in Beverly Hills, and Donald came in, and I was taking care of his car. I had temporary control of his car keys, and there was there was a small baseball glove on the key ring, and I always remembered that. And I haven't seen him since then, actually, until this evening. And I was curious to ask him if he remembered meeting me, and he did not. I don't think he remembered me, but he remembered the baseball glove, the key ring. He's a wonderful gentleman, and I have a congratulations, Donald. God bless you. Alors, pour ceux qui n'avaient pas tout compris, vous l'avez compris, c'est un immense honneur pour Michael que de partager cette scène avec Donald Sutherland. Il y avait juste une petite anecdote, il y a 26 ans, il travaillait dans une station-service à Beverly Hills et il s'est occupé de la voiture de Donald Sutherland. Et donc pendant quelques secondes, il avait en son pouvoir les clés de la voiture. Et il a remarqué que le porte-clés, eh bien, c'était un gant de baseball. Et à ce jour, il s'en souvient. Alors lorsqu'il a revu Donald Sutherland, qu'il n'avait pas revu donc depuis toutes ces années, évidemment, il lui a demandé « Est-ce que tu te souviens ?» Alors, Donald ne se souvenait peut-être pas de Michael, mais il se souvenait très bien en tout cas de son porte-clés avec le gant de baseball. Donc c'est un grand honneur, dit Michael, et une grande joie que de retrouver ce gentleman et ce grand acteur aujourd'hui ici à Paris parmi nous. Un journaliste vient de me demander quel est le film qui m'avait le plus marqué de la carrière de Donald. Et en fait, c'était une question qui était difficile à laquelle répondre parce que j'ai l'impression d'avoir vécu les 40 dernières années, et particulièrement ma vie d'acteur, avec les films de Donald. Il y en avait trop, c'était vraiment... Donc c'est une présence dans nos vies qui est permanente. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est pourquoi je voudrais le remercier, c'est qu'il fait partie des acteurs très rares qui se transforment de film en film. Moi, ce sont mes modèles, les acteurs qui font ça. Car quand vous étudiez la filmographie de Donald Sutherland, vous vous rendez compte qu'il est toujours différent de film en film.
Et ça, c'est une politesse extraordinaire qui nous rend de se montrer à chaque fois complètement différents. Donc, thank you very much. Tout à l'heure avec Bernard Peterlund. La copie que vous allez voir est une copie qui est exceptionnelle dans le sens où c'est une copie 35. Quand vous allez voir le film, faites attention, parce que dans une scène, il y a Sylvester Stallone, qui joue un figurant, et aussi il y a Harry Reams, qui était la vedette de beaucoup de films pornographiques. Il est à côté de Sylvester. Non, mais pas comme ça. J'espère que vous aimez. Bonsoir, je suis Béatrice. Oh. Ça, c'est à peu près 43 ans. Bon. Alors, on parle en anglais peut-être, je vais vous traduire, on parle en français. Est-ce que ça marche, cette micro? Oui. Voilà, donc on parle en français? Parfait. Parfait. Voilà, donc voilà. Alors, Donald, vous venez de dire d'abord merci d'abord d'être avec nous, Donald Sutherland, car je sais que la France représente, je crois, vous avez un lien, je crois, tout à fait spécial, affectif avec notre pays. Donc merci d'être avec nous à ce festival des Champs-Élysées Film Festival. Est-ce que, lorsque vous êtes en France, déjà à chaque fois, avant de parler cinéma, avant d'évoquer Claude, est-ce que vous avez un sentiment tout à fait particulier? Pour la France? Oui. Ah oui, sûrement, pour le fromage. Non, pour la vie en France. Parce que vous savez que dans les États-Unis, ils parlent tout le temps de les family values. Ils sont bêtes. Parce que c'est vraiment... c'est Paul Krugman, l'économiste, qui dit toujours le meilleur exemple pour un pays avec les values pour la famille, c'est la France. C'est ici. Parce qu'ici, on ne peut pas faire le shopping le dimanche parce qu'on fait le dimanche avec la famille. On a les vacances dans le mois d'août avec la famille. On a un système de santé, oui, que c'est vraiment formidable, incroyable. Les médecins sont les meilleurs du monde. C'est dommage qu'ils ont besoin d'arrêter leur travail à l'âge de 60 ans parce que... Non, c'est vrai, parce qu'ils sont dans leur meilleure place et ils ne peuvent plus travailler. Et comme ça, ils vont dans les États-Unis pour faire la recherche et des choses comme ça. Mais ils sont vraiment mieux de laisser eu la chance de travailler ici parce qu'ils sont les meilleurs. Et le système de santé est le meilleur. Le système d'éducation, c'est le meilleur. C'est un pays incroyable. Et vous êtes vraiment chanceux d'habiter ici. Non, je vous dire, c'est exceptionnel. Et je l'ai, à la folie. À la folie. Alors, vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas vu ce film depuis près de 45 ans, puisque c'est un film de 71. Et certains, je suis sûre, d'entre vous, viennent de le découvrir. Moi, je voulais savoir quelle était la première fois que vous avez vu Clute, la première fois que Alan Pakula vous l'a montré. Quel a été votre Le film? Oui. Oh non, je n'ai pas vu avec Alan. Il était mort avant que j'ai vu. Non, mais quand vous l'avez tourné, vous avez vu le film pour la première fois. Non, je ne comprends pas. Quand vous avez vu le film pour la première fois, les Rush, bien sûr. Ah oui, oui, ça, que ressentiez-vous lorsque vous regardez tellement le film est c'est fort? étrange. Et vous savez, parce qu'on était là, Jane et moi, elle était fabuleuse. Elle était vraiment exceptionnelle. Le rôle qu'elle a joué dans cette film, c'était vraiment un chef-d'œuvre.
est là le matin, à 8 heures, chaque matin. On fait une répétition avec Gordy Willis, qui était le gars pour faire l'éclairage. Et il est exceptionnel. Mais il fait beaucoup de choses avec le chiaroscuro, dans le noir, hein, comme vous avez vu. Et souvent, on fait une scène, Jane et moi, et l'objectif est là, sur les pieds, et quelquefois l'oreille. C'est quelque chose, moi, toujours, c'est ça. Non, pas avec Gordy, ni avec Alan. Et ils ont fait un film exceptionnel, mais pour voir les rushs, ça c'est le film, on fait le film on fait tout maintenant avec le digital. Mais avec le 35 mm, on fait le jour et le soir après, on a l'opportunité, la chance de voir qu'est-ce qu'on a fait le jour avant. Et moi, toujours, ça c'est bon, parce que c'est bon ou pas bon, mais c'est qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est après il fait le montage, après il fait le film, ça c'est une autre chose. Parce que ça c'est plus votre caractère, mon caractère, c'est le caractère, c'est le rôle, c'est le club de Alan Pakula, et le club de Andy et Dave Lewis, et aussi le club de Gordy Willis. Mais c'est sûrement le club de moi, mais ce n'est pas le club qui était, quand je jouais le rôle, dans mon cœur et dans mon corps. Mais moi, j'ai toujours eu un problème de boire ça. Et comme ça, j'ai pas vu Francine, ma femme. Elle a dit quand on a vu le film ensemble, mais c'était peut-être il y a 20 ans, peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est très bon, cette film. Il y a une fois, je vais et Charles Chaffee, il est un acteur non dans le théâtre dans les États-Unis. Il est vraiment bon. Roy Scheider, il est mort maintenant, mais... et j'ai essayé de voir Sylvester, mais je n'ai pas vu. Non, mais est-ce que je vous dis une petite histoire? Parce que dans 1967, j'ai donné un Oscar, quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est l'année que Rocky a gagné beaucoup de prix. Mais pas Sylvester, il n'était pas nominé. Mais moi, je veux dire les félicitations à lui. Et j'ai dit, je suis tellement, c'est bon, qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, ça je dois dire en anglais, il a dit, you don't remember me? Et moi j'ai dit, non. Et il a dit, j'étais une figuration dans Clout. Moi j'ai dit, bon, ok. Mais, dans les années 90, j'étais dans la maison de Michael Ovitz, qui est le tête de CIA, qui est l'agence pour les acteurs. Il est le représentatif, qu'est-ce que c'est l'agence de Sylvester Stallone. Et j'étais chez lui avec mon ami Ron Meyer, qui était mon agence, et qui était le partenaire avec Michael Ovitz. Et Sylvester était là. Et il est complètement en blanc. C'était un tout comme il est sur un dais sur quelque chose. Et Ron Meyer a dit à Sylvester, est-ce que vous connaissez Donald Sutherland? Il a dit, non, je crois qu'on n'a pas rencontré. Moi, j'ai dit, mais vous êtes en Clout. Et lui, il a dit, vous le souvenez? Moi, j'ai dit, oui, sans question. Évoqué plusieurs souvenirs, certains sur Clou, d'autres des années après avec Sylvester Stallone et autres. Et notre coprésident Lambert Wilson disait l'autre jour, lorsqu'il a déclaré ce festival ouvert, il a dit, voilà, moi ma première émotion au cinéma, c'est lorsque mon père m'a emmené voir sur les Champs-Élysées, j'avais 13 ans,
l'avant-première des Trois Mousquetaires. Et mon amour du cinéma est né ce jour-là, lorsque j'avais 13 ans, sur les Champs-Élysées. Et j'avais envie de vous demander, à vous, Donald Sutherland, quelle a été votre première émotion au cinéma? Quel est le film ou quels sont les films qui vous ont donné envie d'être l'acteur que vous êtes devenu? Ah, il y a un qui a donné ça, c'est venu de l'intérieur de moi, ce n'est pas quelque chose dans l'extérieur qui dit « Ok, vous avez besoin ». Non, jamais. Et j'ai jamais pensé que je peux faire le film. Mais le premier film que j'ai vu, c'était The Great Expectations. C'est un film de David Lean dans l'année 45-46. Et il y a un rôle de Magwitch dans le film. Et c'est un moment, il est venu de derrière d'un cercueil. Moi, j'ai crié et j'étais dans les genoux de ma mère pour tout le reste de film. Et c'est le premier film que j'ai vu. Mais d'avoir vraiment l'amour pour le cinéma, j'étais en université, parce que j'étais dans une petite ville en Nouvelle-Écosse. On n'a pas le théâtre, mais on a une cinéma avec un film 2 fois par semaine, je crois. Mais à Toronto, où j'ai fait l'université, une après-midi, j'ai vu La Strada de Federico Fellini, avec la musique de Nino Rota et les costumes de Donati. Et c'était... Moi, je suis je suis sorti de le cinéma comme ça, et j'étais tombé en amour de la film. J'ai dit, ok, je vais, parce que c'est pas même le fin de l'après-midi, je vais aller voir un autre film, parce qu'il y a 2 cinémas à côté. Et j'ai entré dans l'autre, j'ai pas su qu'est-ce que c'est le film, mais c'était Paths of Glory, de Kirk Douglas et Stanley Kubrick. Et je suis sorti de ce cinéma, fâché avec le monde. J'ai pris les petites roches dans la rue. Et ça a changé ma vie. Les 2 films, ça a changé ma vie. J'ai jamais pensé que je peux rencontrer Fellini, jamais de ma vie. Mais enfin, j'ai passé... Oui, et toi aussi. Non, mais moi j'ai eu beaucoup d'enfants et je connais j'ai passé 13 mois avec Fellini. Les premières 5 semaines, c'était le pire de ma vie. Mais les autres 12 mois, c'était une merveille. C'était vraiment une merveille. C'était fabuleux. D'ailleurs, vous avez dit de Fellini, puisque évidemment, dans Casanova, effectivement, vous aviez dit qu'au début, c'était une torture presque, mais qu'à la fin, vous n'aviez qu'une envie, c'était de lui faire plaisir. Et qu'encore aujourd'hui, vous rêviez parfois de Fellini. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez faire un service pour... Si vous mettez le micro là, je peux comprendre. C'est parfait pour moi parce que moi j'enlève mes trucs de mes oreilles. Alors voilà. C'est mon âge. Alors, en parlant de Fellini, Oui. vous avez dit justement que les premières semaines de tournage, c'était une 5 torture, semaines. 5 semaines, Ouais. mais qu'ensuite, vous n'aviez qu'une envie, c'était de lui faire plaisir, et qu'encore aujourd'hui, Fellini était dans vos rêves. Oh, my God, oui. Non, c'est incroyable. Parce que c'était comme un amour, comme d'être en amour. Les premières 5 semaines étaient tellement difficiles. Et j'ai pensé à François Poudieu. J'ai pensé à... Mais il y a un jour, j'ai aucune idée que c'était un jour, il n'a plus besoin de dire rien. On était ensemble, on a dansé. Comme moi j'étais avec ma mère dans cette première film, lui, il est sur mes genoux pour faire la direction de Casanova quand je suis dans le tournage. C'était une rêve. Et la même chose avec Fellini. Bon, est-ce que vous avez des questions? Alors justement, voilà. Qui va
il va être ensemble. Et le Breed et John Cooper. Alan Pakula et Jane Fonda me regardaient comme j'étais le plus bête. C'est impossible. Non, mais et même maintenant, quand je le regarde, ils sont vraiment... C'est un amour. Bon. D'ailleurs, vous disiez que vous aimiez tous vos personnages, mais est-ce qu'il y en a certains qui sont restés plus longtemps que d'autres en vous, après la fin d'un tournage? Est-ce qu'il y a des personnages auxquels vous avez eu du mal à dire au revoir? Bon, mais c'est ça. C'est vous qui dites ça. Qui dites ça. Non. C'est moi? Non, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a parmi les personnages justement que vous Non. avez joués, Non. des personnages qui sont Non. restés en vous plus longtemps que d'autres? Non, ils sont tous là. D'accord. Ah oui, ils sont tous là. Ils peuvent venir n'importe quoi. Non, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils ont beaucoup d'humour, hein. Et ils parlent avec moi tout le temps. Ouais. Je les aime. Et j'ai un petit problème avec le gars de Novecento. Mais, est-ce que je peux dire une histoire? Parce que j'étais... Est-ce que vous avez vu Novecento? Yeah. Ok, parce que on a tourné 12 mois là. Et j'étais dans une grange. Juste après, j'ai tué le petit garçon. On a utilisé une... Qu'est-ce que c'est un watermelon? Pastèque. Pour sa tête. Poum. Et j'étais là avec Bernardo et avec un gars parce qu'on était à Parma. Ça c'est la ville de Verdi. Et il était en train, le gars ancien, pas aussi vieux que moi maintenant, mais il est vieux de mon âge à ce moment. Et il a dit les histoires de Parma et de Verdi. Et il a dit à Bernardo que une année, ils ont joué la Traviata à la Verdi Théâtre, à le Théâtre Verdi à Parme. Et le premier soir, il y a un médecin dans le troisième acte qui vient de le côté droit. Et il passe le chorus. Et le chorus chante, ici c'est le médecin, il va dire exactement comment elle est. Il a monté des escaliers là, il a vu elle était. Et il est descendu les escaliers et le chorus a chanté comment elle est. Comment elle est. Et il a chanté, elle n'est pas mieux, mais elle n'est pas pire, mais elle est comme ça. Mais tous les notes sont mauvaises. Il n'a pas joué, il n'a pas chanté une bonne note. Et le jour après, dans le journal de Parme, tout ce qu'ils ont écrit, c'est pour cette gare, pour le médecin. Et cette soir, le mardi soir, c'était plein le théâtre. Et il est entré dans le troisième acte. Et il a marché, le chorus a dit, viens, le médecin, il va dire exactement comment elle est. Il monte les escaliers. Et il descend. Et ils ont dit, docteur, médecin, comment elle est? Et il a vu le chorus, il a vu le peuple, et il a fait, ils ont Abou, il était un héros, Le cinéma est plein des gens comme ça, des histoires comme ça, de vie comme ça. Et on mange quelquefois assez bien. Non, c'est vrai, quelquefois c'est horrible. Mais maintenant, en Italie, ce n'est pas bon. Une question là. Madame, dis-moi. Alors, mon père était acteur et quand moi j'ai voulu être acteur, il a dit non, absolument pas. Il m'a un peu interdit d'être acteur, au début en tout cas. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre fils a voulu être acteur? Mais premièrement, je dois dire que moi, à l'âge de 17 ans, j'étais en Nouvelle-Écosse. J'ai jamais joué quelque chose de ma vie. Je suis
habité dans une... Rien, il y a 4 maisons. 4000 de la ville de 5000 personnes. Ça, c'est dans le 52. Et j'ai dit à mon père, qui est un gars qui a fait, il vend les choses. Et j'ai dit à lui que je vais être acteur. Et lui a dit, ok, mais vous avez besoin d'aller à l'université pour avoir quelque chose pour faire quand ça ne marche pas. J'ai dit, bon, ok. Et j'ai choisi l'université de Toronto et le théâtre. Et quand Kiefer a dit qu'il il est venu habiter avec Francine et moi. Il a eu 16 ans, je crois. J'étais en train de jouer un film avec Marsha Mason et Jason Robards Jr. Et il y a un rôle de mon fils. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a presque rien à dire, mais simplement il doit être un athlète, il doit jouer de baseball. J'ai dit à le mettre en scène que mon fils veut l'argent et est-ce qu'il peut faire ce rôle c'est vraiment un rôle de figuration. Mais c'est le mettre en scène, c'est Herbert Ross, et il a dit je dois faire une audition. Comme ça, Kiefer était dans son trailer, dans son bureau, pour au moins 1 heure. Et après, Herbert est venu, il a dit non, ça ne peut pas marcher. Il a donné le rôle à quelqu'un, mais c'est Kiefer, c'était une insulte. En fait, il n'y a rien que je peux dire. La seule chose que je peux dire, c'est je cherche la vérité. C'est simplement ça, et bonne chance, parce que c'est tellement difficile. Mais c'est comme ça. J'ai jamais dit non. J'ai dit non à Rogue, parce qu'il a pensé d'être acteur, et j'ai dit non, je ne crois pas. Non. Mais j'ai eu raison. Il est fabuleux, qu'est-ce qu'il fait maintenant, parce que c'est mon fils qui est nommé après le metteur en scène de Nicholas Rogue, Don't Look Now, avec Julie Christie. Il fait la finance pour beaucoup des films indépendants. Il est fabuleux. D'ailleurs, tous vos fils ont des noms liés à des metteurs en scène ou des producteurs. Même l'un, vous l'avez appelé d'après un documentariste français. Frédéric Rossif, oui. Et oui, il a appelé un de ses fils Rossif en hommage à Frédéric Rossif. Non, mais c'est parce qu'il était vraiment une amie de Francine et après une amie de moi, et j'ai demandé à Frédéric si je peux nommer l'enfant, qu'elle était enceinte, si je peux le nommer Rossif, et il a dit oui. Nick Rogue, j'ai dit ça, mais quand Rogue était né et on était dans le Château Marmont Hotel, Francine a dit Rogue, c'est comme Rogue, je ne peux pas utiliser ça. Et j'ai dit bon, ok, on a décidé dans le nom Spencer. Et Nick Rogue est venu. L'enfant il a eu 3 jours peut-être. Il est venu avec un teddy, avec une nini, avec tous les cadeaux. Il est dit, où est mon gars? Et j'ai dit, Rogue, c'est Spencer. Et son nom n'est pas Spencer, son nom est Rogue. Qu'est-ce que c'est le metteur en scène qui fait la meilleure impression sur moi? Je dois dire que c'est une famille. Et c'est la même question si quelqu'un a demandé à moi, qui est l'enfant que vous avez qui fait la meilleure impression? Je ne peux pas dire. Parce que Jean Moreau a fait une biographie. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé quelqu'un. Et il y a beaucoup de gars qui disent, pas moi. Et comme ça, on a toujours besoin de dire, mais il y a rien. Mais moi, j'ai beaucoup aimé tout. J'ai dit, je suis pute. Mais vous avez un jour écrit une fan letter à Clint Eastwood après avoir vu le Outlaw Joseph Wells. Oui, avec bonne raison.
Ouais. Mais oui, donc vous avez eu comme ça des metteurs en scène qui vous ont inspiré aussi. Ouais, parce que c'était, moi je le connais, comme ça ce n'est pas une lettre d'un étranger. J'ai dit qu'il a fait un film avec beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'il a fait avec Chief Dan George dans ce film? C'était formidable. Et j'ai beaucoup aimé. Et oui, j'ai écrit une lettre. J'ai dit, Clint, tu as très bien fait. Tu as bien fait. Il est formidable. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez tourné avec lui après, bien des années après, Space Cowboys par Oui. exemple. J'ai une question aussi. Oui, question. Alors là-haut à gauche. Dear Donald, thank you one more time for coming for this rencontre. Je pense que je parle un peu presque comme vous, français, donc c'est mieux si je demande en anglais. My first question is, what about critics? Did it help you during your acting career? Do you still get it sometimes? And did it stimulate you? Did it help you? Or otherwise? I don't know. Critics? Yes, critics. Vous êtes une critique? Non. Ah bon, ok, j'ai pu dire la vérité. Non. Rien. Non, je suis désolé, mais la meilleure chose, quand j'ai fait le théâtre, ma femme, Francine Rosset, elle est toujours là, chaque soir. Elle vient après, et la même chose quand j'ai fait un tableau. Elle est là, elle vient, elle dit, ok, ça c'est mieux ce soir, mais c'est mieux si vous faites ça demain. Et ça, c'est fantastique, c'est fabuleux. C'est une relation, j'ai jamais eu cette relation avec un metteur en scène. C'était si souple, c'était si sensible, c'était généreux, c'était fabuleux. C'est ça. Et une fois, j'ai fait un film, c'était appelé Nothing Personal. Comment vous appelez un brown paper bag? Oh, un sac de papier, Ok. tout simplement. Parce que moi j'étais en train de faire quelque chose dans la maison et j'ai dit à Francine, va aller voir ça parce que je crois que je suis vraiment bon. Ça. Peut-être que je suis un leading man. Et elle était dans le film. Et j'ai entendu qu'elle est revenue et je suis sorti de la chambre, où j'ai travaillé. Et j'ai entré dans la cuisine pour la voir, pour demander comment elle. Et elle était là, avec un sac en papier sur sa tête. J'ai demandé aucune question. Merci. Mais elle a dit les réponses non plus. Oui. Et la deuxième question, est-ce que vous avez d'autres passions que le cinéma? If you wouldn't do acting in your life, it wouldn't exist ever. What would you do in your life? Alors, est-ce que vous avez une autre passion que le cinéma dans Merci. votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous passionne à part J'espère. le cinéma? Oui, beaucoup de choses. Par Beaucoup de exemple. choses. Beaucoup. Non, j'aime faire le tableau, j'aime écrire. J'aime voir le baseball, ça c'est ridicule. Non, il a raison, Michael, c'est pour ça que j'ai ri, parce que quand je suis en France, dans l'époque des expos de Montréal, assez souvent, parce que j'ai eu le numéro de téléphone entre les gens qui font le play-by-play, comment vous appelez ça? Non, pas le doublage. Il dit qu'est-ce qui se passe pour le baseball. Sur la radio, les commentaires. Mais j'ai eu le numéro de téléphone entre eux et la station de radio. Et comme ça, j'ai téléphoné ça. Et ici, dans le Place Passos, j'étais dans une boîte téléphonique, entendre un baseball. Ça, c'est une passion. Ça, c'est ridicule. Mais j'ai une vie de passion. Joseph Brodsky a dit, dans les années 88, il était en train de faire un discours avec les étudiants de Dartmouth. Et il a dit que c'est leur vie doit être épouvantable parce que c'est la possession. Et Sitting Bull a dit,
à propos de les Anglais, les possessions sont une maladie avec tout. Mais il a dit, essayez d'être passionate. Passionné. Essayez d'être passionné. Laissez vos cours, de les constellations, passion, tout ça. Et une remède contre l'ennui. Ouais, le meilleur remède contre l'ennui. Et c'est ça qui manque. C'est ça, comme il a dit, quand je suis mort, moi je pense pas que je serai mort. On le souhaite pas. Voilà. Moi, c'est jamais.